Bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Albert HFC pour les marques Comap et Flamco. Je suis Sophie Quélegagnant, en charge des formations techniques et je vous propose aujourd'hui de parler des réseaux globalement, donc chauffage, refroidissement sanitaire, mais plus particulièrement les réseaux dans les établissements de santé. Ce webinaire va durer une demi-heure, à peu près 30 minutes. Et vous pouvez poser des questions à l'écrit, comme d'habitude, et j'y répondrai après le webinaire. Alors, en termes de sommaire, ce que je vous propose, c'est de démarrer par une petite introduction. On va parler de ce que nous, on appelle les blocs fonctionnels et de l'ouvrage, donc les établissements de santé. Ensuite, on va parler plus particulièrement donc, des établissements de santé, des locaux hospitaliers plutôt. Je vais m'intéresser plutôt à l'hôpital, avec quelques principes, la destination des locaux, les dispositions et une correspondance entre la destination des locaux et les contraintes. On fera ensuite un focus sur les réseaux d'eau et les solutions techniques et on terminera par une conclusion. Alors, en introduction, pourquoi parler de l'ouvrage? Tout simplement parce que si on veut connaître les réseaux, il faut connaître l'ouvrage. Au niveau de notre logique, chez Albert HFC, on est en capacité de fournir l'intégralité des produits dont on a besoin dans une installation entre le générateur et l'émetteur. Cette logique, on l'a divisée en 4 grands blocs fonctionnels. Ces blocs fonctionnels sont les suivants. Tout d'abord, les équipements de chaufferie. Donc, je précise qu'on s'intéresse à tous les réseaux contenant de l'eau, donc réseau de chauffage, réseau d'eau glacée et les réseaux d'eau froide et d'eau chaude sanitaire. Donc, dans nos 4 blocs fonctionnels, notre premier bloc sera lié aux équipements de chaufferie. On va trouver notamment, par exemple, des sous-stations, si on est raccordé à un réseau de chauffage urbain ou d'eau glacée urbain. On va parler de pressurisation et de gestion de l'expansion avec des vases d'expansion et des groupes de maintien de pression. On va parler de la qualité de l'eau avec les produits permettant de séparer l'air, séparer les boues, permettant de nettoyer, permettant de conditionner l'eau. Et on va parler de la distribution avec des collecteurs et des départs retour colonne. Le deuxième bloc fonctionnel, c'est le réseau primaire, constitué de tubes et raccords. On va ensuite avoir ce qu'on appelle les interfaces et aussi l'équilibrage. Donc, c'est ce troisième bloc fonctionnel. L'équilibrage, on le retrouvera dans le réseau primaire, le réseau secondaire. On l'a mis dans ce quatrième bloc. Là-dedans, on va trouver tout ce qui est lié aux modules thermiques d'appartement qui permettent de gérer le chauffage et le sanitaire, ou que le sanitaire. On va retrouver les CIC, donc chauffage individuel centralisé, donc qui permettent de prendre l'eau des colonnes pour l'envoyer dans le réseau secondaire. Et on va parler d'équilibrage avec un certain panel de vannes d'équilibrage statiques et dynamiques. Le dernier bloc fonctionnel, c'est tout simplement le réseau secondaire et les émetteurs. Donc là encore, on va trouver des tubes et des raccords. On va trouver tout ce qui est lié au contrôle des radiateurs, donc la robinétrie. Et on va trouver, notamment comme émetteur, le plancher chauffant et rafraîchissant. 4 blocs fonctionnels. Pour travailler sur ces 4 blocs fonctionnels, pour calculer les équipements, pour faire les mises en service, faire du diagnostic, on a besoin d'un support technique que j'ai rajouté ici et du service, donc ce qu'on peut apporter ici en tant que fabricant. Ces 4 blocs fonctionnels, maintenant, on va les adapter à l'ouvrage. Différentes typologies d'ouvrages. On peut s'intéresser aux immeubles de logement collectif. On peut s'intéresser aux résidences, résidences notamment de tourisme. Ça peut être des résidences hôtelières, ça peut être aussi des logements étudiants, par exemple. On va s'intéresser au logement individuel, la maison individuelle, à tout ce qui est tertiaire, donc le bureau, les immeubles de bureaux, les commerces, les data centers également, c'est une typologie d'ouvrage. Et nous, aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement aux établissements de santé et, pour être plus précis, à l'hôpital.
Pour connaître nos réseaux, on a besoin de connaître les besoins, les contraintes de l'ouvrage dans lequel ils vont être installés et notamment de l'exploitation qu'il va y avoir ensuite. Donc, intéressons-nous à la typologie des établissements de santé. La particularité des établissements de santé, c'est qu'on ne va pas raisonner qu'en chambre d'hospitalisation, en bureau, mais en fait, quand on parle d'un établissement de santé, on raisonne en niveau de risque et en usage. Donc, c'est là où on voit apparaître cette notion de destination des locaux. Tout ça, c'est des choses qui sont documentées. Hein. Il existe des guides, et notamment le guide qui est mentionné ici sur la conception des établissements de santé. En fait, on va faire un zonage par risque sanitaire. Et le zonage et les réseaux qu'on va avoir, les réseaux dont on a besoin dans certaines zones, vont définir un certain nombre de besoins et de contraintes. On raisonne en fait par séparation de flux et on va aller d'une zone qui reçoit du public vers une zone qui est de plus en plus technique. Ne pas oublier qu'un établissement hospitalier, c'est un classement ERPU, donc un établissement recevant du public, mais type U, c'est-à-dire dédié à la santé. Donc, ça veut dire que par rapport à un ERP classique, on va avoir des contraintes complémentaires, du compartimentage, des évacuations différées, de la sécurité incendie qui va être adaptée aux patients alités, par exemple. Donc, des choses vraiment particulières à l'établissement de santé. On va s'intéresser donc à la destination des locaux. Vous avez sur l'écran un schéma d'un hôpital qui est donc compartimenté, qui est zoné selon les étages. Donc, on va commencer par l'étage le plus élevé où on voit l'unité d'hospitalisation. Donc, en fait, c'est la zone de soins courants et d'hébergement. C'est ici qu'on va trouver les chambres. C'est ici qu'on va trouver des postes de soins, on va trouver l'hôpital de jour, on va retrouver les sanitaires des patients. Ensuite, l'étage en dessous, des zones plus techniques et notamment une zone à environnement complètement maîtrisé. C'est le bloc opératoire, c'est la réanimation, c'est les soins intensifs, c'est des salles interventionnelles, donc pour la chirurgie, tout ce qui va être par exemple stérilisation, des zones propres ou des zones d'isolement à haut risque. Donc, qui vont impacter la qualité de l'air, qui vont impacter certains contacts. De l'autre côté, sur le même étage, une zone de soins techniques. Donc, on reste sur des zones à environnement qui doivent être contrôlées ou maîtrisées. C'est là qu'on va trouver, par exemple, les urgences, l'imagerie, la dialyse, l'endoscopie, les soins intensifs. On peut trouver aussi de la réanimation. En dessous, l'étage en dessous, on est plutôt là au rez-de-chaussée, la zone d'accueil. Donc, c'est une zone, cette fois-ci, qui est publique. Donc, on a l'accueil, on a l'admission, on a la salle d'attente, on a tout ce qui va être bureau administratif, les consultations externes. Et ensuite, une zone qui est complètement technique et logistique, donc qui est en général complètement séparée. C'est la logistique, c'est la lingerie, une zone de stérilisation, le local déchets, la cuisine hospitalière, des locaux techniques. Donc, vous voyez, on a ici donc compartimenté notre établissement de santé en différentes zones. Ces différentes zones, maintenant, elles vont entraîner certaines dispositions qu'il va falloir mettre en place. Quelles sont-elles? Dans les dispositions, si on recommence par notre zone de soins courants et d'hébergement, on est tout d'abord sur un niveau de risque de soins, un niveau de risque qui est plutôt standard, donc on va appeler soins standards. Ça veut dire que derrière, en termes de ventilation, donc qualité de l'air, on a une ventilation hygiénique renforcée. On va avoir ici une eau chaude bouclée. Attention, l'eau chaude bouclée, ça va être très important, donc avec une conception particulière, avec des matériaux qui doivent être nettoyables. On va aussi avoir des éviers, des points d'eau qui vont être conçus pour limiter l'aérosolisation. On a une zone, la zone environnement maîtrisé. Là, on est à un niveau de risque qui est très élevé, niveau haut risque infectieux. Tout ça, c'est normé. C'est la NF S90-351 obligatoire qui permet de définir un certain nombre de choses, notamment des classes de propreté, notamment des delta P, des pressions positives, négatives, une filtration extrêmement fine, on parle de filtration HEPA, donc haute efficacité pour les particules aériennes, des surfaces sans aspérité, des réseaux d'eau chaude et d'eau froide sanitaire qui sont complètement sécurisés.
et un zoning strict entre ce qui est propre, ce qui est sale, ce qui est stérile. Dans notre zone maintenant de soins techniques, c'est une zone à un niveau de risque qui va être intermédiaire cette fois-ci. Ventilation contrôlée, là aussi des pressions différentielles possibles, des réseaux d'eau qui sont dédiés et sécurisés, une redondance partielle des équipements, c'est-à-dire que quand on a un équipement qui tombe en panne, il faut forcément qu'on ait un autre équipement qui prend le relais. D'accord ? Donc, on va dupliquer certains équipements. On ne peut pas avoir une rupture de production. Des matériaux qui vont être compatibles bio-nettoyage intensif. Ensuite, la zone publique, là, c'est complètement standard. On est sur des bureaux ERP, on est équivalent à un ERP classique, bureau, accueil, etc. Donc, une ventilation standard, c'est le code du travail cette fois-ci qui définit la ventilation. La plomberie, elle est identique au tertiaire. Les matériaux, ils sont standards, il n'y a pas d'exigence sanitaire renforcée. Donc, vous voyez, on se retrouve avec ici 4 zones. Bon, la 5e zone, zone technique et logistique, on la met un peu à part parce qu'elle est complètement séparée en termes de flux. Ventilation spécifique, des réseaux qui sont complètement indépendants, des matériaux qui sont très résistants. Donc, vous pouvez voir que déjà, suivant les zones qu'on a définies, on a des obligations et des exigences qui sont différentes, donc ça va impacter les réseaux d'eau qu'on va mettre en place et les réseaux d'air, de ventilation. Donc, pour faire une correspondance entre la destination des locaux et les contraintes, on peut voir qu'au niveau des zones, donc on a ici 5 zones. Si je prends la première, zone d'accueil et bureau, c'est une zone qui reçoit du public. La qualité d'air est standard, la qualité de l'eau est standard, les matériaux sont standards. Pas de problème avec ça. Ensuite, au niveau des chambres, donc on parle ici d'hospitalisation, c'est aussi une zone qui reçoit du public, mais la qualité de l'air doit être renforcée. L'eau, la qualité de l'eau doit être sécurisée. On va faire du bouclage, on va chercher à éviter forcément la prolifération des légionelles et on veut des matériaux qui soient nettoyables et résistants. Ensuite, on a une zone de soins techniques. On reçoit du public, mais c'est complètement limité. La qualité de l'air doit être maîtrisée, la qualité de l'eau doit être sécurisée et redondée, donc pas de rupture dans la production d'eau. Les matériaux résistants. Le bloc réanimation, le bloc et la réanimation, ce n'est pas une zone qui reçoit du public. La qualité de l'air, là aussi, elle est maîtrisée. La qualité de l'eau, elle est sécurisée et redondée. Et en termes de matériaux, on a une très haute exigence. Et la partie logistique qui est à part, ce n'est pas non plus une zone qui reçoit du public. La qualité de l'air est spécifique à cette zone. La qualité de l'eau, elle est complètement indépendante. Et on est sur une zone qui est plus axée industrielle sur les matériaux. Tout ça pour dire que la conception hospitalière dépend complètement de la destination des locaux. Donc, plusieurs zones différentes, des conceptions différentes au niveau des réseaux. La conception, elle est normée et documentée. Et je rajoute quand même ici qu'elle est supposée être pérenne. Pourquoi? Je pense notamment, par exemple, à la conséquence des chocs chlorés qu'on peut avoir à faire sur les réseaux ECS. Dès l'instant qu'on va faire des chocs chimiques, on va diminuer en quelque sorte la pérennité du réseau. On va agir, on va provoquer un vieillissement prématuré. Donc attention aux décisions qui vont être prises lors de l'exploitation au niveau du réseau. La conception, donc, étant normée et documentée, elle va complètement conditionner l'ensemble du projet, donc l'architecture des réseaux et donc les différents lots techniques. Je vais maintenant faire un focus sur les réseaux et les différentes solutions techniques. On va s'intéresser tout d'abord, de manière générale, j'ai repris ici le schéma de mon hôpital avec les différentes zones. La zone de soins courants et d'hébergement, qualité de l'air, on a dit renforcée. Au niveau du chauffage et de la climatisation, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une CTA pour le chauffage, pour la climatisation. On va avoir des radiateurs, par exemple, pour le chauffage. On peut avoir aussi les deux, d'accord? On peut avoir des radiateurs à 30% et de la CTA à 70%. Pourquoi? Tout simplement pour être en capacité de gérer plus finement le chauffage dans les chambres des patients.
Au niveau des réseaux d'eau chaude et froide sanitaire, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, une eau chaude qui va être bouclée. La conception, attention à la conception, limitation stricte des volumes morts, des matériaux qui vont être nettoyables et résistants aux désinfectants. En ce qui concerne la zone à environnement maîtrisé, qualité de l'air, on a dit une filtration extrêmement fine, HEPA, haute efficacité pour les particules aériennes. Le chauffage clim, c'est de la CTA, mais cette fois-ci, c'est une CTA spécifique. Les réseaux eau chaude et eau froide sanitaire sont sécurisés. La zone de soins techniques, où on est en niveau de risque intermédiaire, qualité de l'eau, là aussi, on va avoir une ultrafiltration de l'air. Donc, ce n'est pas la même qualité de l'air que la zone à environnement maîtrisé. Néanmoins, c'est aussi une ultrafiltration. Chauffage, climatisation, c'est de la CTA spécifique. Là aussi, les réseaux d'eau chaude et d'eau froide sanitaire doivent être complètement sécurisés. La zone publique, c'est complètement standard, qualité de l'air standard, chauffage, climatisation, ça peut être des panneaux rayonnants, ça peut être des rideaux d'air chaud ou froid, ça peut être des radiateurs, ça peut être du plancher chauffant. Tout est possible. C'est une zone, il faut voir ce qui est le plus adapté à cette zone qui est quand même importante en termes de surface et de volume. Au niveau du réseau eau chaude et froide sanitaire, on sera identique à du tertiaire. Si je développe un peu maintenant au niveau produits et réseau, vous avez ici maintenant à l'écran la centrale de traitement d'air. Donc, on peut avoir plusieurs centrales de traitement d'air. Donc, qui dit centrale de traitement d'air, dit réseau de ventilo-convecteurs. Donc, notre centrale de traitement d'air, qu'est-ce que c'est? C'est de l'air neuf qui arrive, c'est une reprise d'air qui va être filtrée, chauffée ou refroidie, suivant si on est en chauffage-refroidissement, et derrière qui va souffler dans les différentes zones de notre milieu hospitalier. Donc, pour la qualité de l'air, on aura par exemple deux CTA, une spécifique pour les zones à environnement contrôlé ou maîtrisé, donc avec des filtres spécifiques, notamment les filtres HEPA, et on aura une CTA classique pour les zones publiques. Ce qui nous intéresse ici au niveau des réseaux à eau, c'est qu'on va avoir un réseau d'eau chaude pour le chauffage, puisqu'il y a une batterie de chauffage. On aura un réseau d'eau glacée pour la batterie d'eau glacée pour la climatisation. On peut avoir plusieurs CTA, mais avec le même réseau de chauffage et le même réseau d'eau glacée, puisque c'est des batteries, c'est des réseaux qui sont fermés. Si on a derrière des radiateurs, on sera aussi sur des réseaux qui sont fermés. Donc, ça peut être le même réseau de chauffage et le même réseau d'eau glacée. Deux réseaux indépendants, parce qu'on sera plutôt sur des systèmes 4 tubes. Donc, un réseau indépendant pour côté batterie de chauffage, un réseau indépendant pour le côté batterie eau glacée, avec donc des équipements qui sont complètement propres à chaque réseau. Mais on va dupliquer donc les équipements. C'est là où on va trouver les sous-stations. C'est là où on va trouver de la distribution, donc deux systèmes de distribution bien séparés. Au niveau de la pressurisation et l'expansion, on va trouver des groupes de maintien de pression, mais un pour le chaud, un pour le froid. On aura plutôt des groupes de maintien de pression tout simplement parce qu'on a des automates qui permettent de sécuriser l'installation. Pas oublier qu'on ne veut pas, surtout pas de rupture dans la production de chaud ou de froid. Donc, des systèmes qui vont être sécurisés. Donc, les automates vont nous aider à sécuriser l'installation, ne pas être aveugle sur l'installation, pouvoir faire du diagnostic et pouvoir intervenir rapidement et efficacement le jour où il y a un problème sur l'installation. On va trouver tout ce qui est lié à la qualité de l'eau. Pas oublier que l'eau, c'est le vecteur de transport de l'énergie. Donc, il faut que cette eau soit propre et correctement conditionnée pour ne pas corroder le réseau. Donc, des séparateurs d'air debout, des systèmes de nettoyage, des produits de conditionnement, par exemple, si c'est nécessaire. On va trouver de l'équilibrage statique, dynamique, par exemple des vannes d'équilibrage dynamique sur les ventiloconvecteurs. Du tube isolé, si on parle de multicouches, pour notamment les contraintes de résistance au feu. Et un support technique, puisque si on veut calculer les équipements et si on veut derrière faire les mises en service et intervenir sur du diagnostic, eh bien un support technique avec des personnes, des experts qui vont calculer les équipements et des experts qui vont mettre en service et aller sur le site pour mettre en service et diagnostiquer si nécessaire.
Au niveau maintenant du réseau de chauffage, au niveau des émetteurs, ça peut être des ventiloconvecteurs, donc ça rentre dans le réseau de ce qu'on a vu précédemment. Mais ça peut être aussi du plancher chauffant ou des radiateurs. On peut trouver du plancher chauffant qui est particulièrement adapté pour les grands espaces, donc quand on a une grande hauteur sous plafond, quand on a des grandes surfaces, donc la réception, les salles d'attente. L'avantage du plancher chauffant, c'est pas de poussière en suspension et c'est une chaleur qui est plutôt douce et on n'a pas d'air qui circule. Donc, qui dit plancher chauffant rafraîchissant dit une étude technique, puisqu'on est sur des grands espaces. Donc, derrière, en termes de produits, des collecteurs, des dalles isolantes, du tube, plutôt du PERT, mais avec une barrière anti-oxygène, toujours liée à la qualité de l'eau qu'on veut garantir dans l'installation, et de la régulation, pour notamment gérer des intermittences qu'on pourrait faire. Ensuite, on a une zone, on peut avoir des radiateurs, on a dit. Donc, les radiateurs, ils vont être plutôt dans les chambres. Ils peuvent être aussi dans la partie, plutôt dans les chambres. On n'en trouvera pas dans les bureaux. Donc là, on trouvera de la robinetterie thermostatique. On pourrait trouver aussi de la robinetterie connectée, notamment pour gérer les intermittences. Quand les chambres sont occupées, on a une température de chambre occupée, mais quand les chambres sont inoccupées, on pourrait très bien baisser la température dans les chambres et faire des économies d'énergie. Donc, ça sous-entend de la robinetterie thermostatique ou alors de la robinetterie connectée avec une application qui va permettre de gérer les intermittences et là aussi des tubes, des raccords qui peuvent être en PERT par exemple ou en multicouche. Maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement au réseau sanitaire puisque c'est la grande problématique. De manière générale, c'est une grande problématique, mais surtout, les hôpitaux, c'est encore un cran au-dessus. Donc, pourquoi s'intéresser au réseau d'eau chaude sanitaire? Tout simplement pour la prévention des risques sanitaires liés au développement des légionnelles dans les réseaux d'eau chaude particulièrement. Donc, c'est une préoccupation importante de tous les établissements qui reçoivent du public. C'est encore plus important au niveau des établissements de santé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des patients. On a des patients notamment qui peuvent souffrir d'affections des voies respiratoires, donc ils vont être les plus exposés aux risques légionnels au moment de la toilette. Pourquoi au moment de la toilette? Tout simplement parce que la légionellose, donc la maladie qui est liée aux légionelles, est provoquée en fait par les voies respiratoires. Et en fait, ces légionnelles peuvent se retrouver dans les gouttelettes d'eau qu'on va retrouver notamment au moment de la prise de douche, puisque c'est le nuage de brouillard d'eau au moment des douches chaudes qui peuvent contenir ces bactéries que le patient va respirer et derrière qui risque donc d'engendrer une maladie, la légionellose, et pouvoir conduire à une problématique de santé qui peut être très grave. Donc, voilà ce que je viens de dire. L'inhalation de gouttelettes d'eau contaminée peut être à l'origine de cas de légionellose. Donc, la problématique, c'est surtout la qualité de l'air quand on prend des douches. Donc, il faut vraiment, on va faire ce qu'on appelle un bouclage sanitaire. Donc, pour le bouclage sanitaire, on a deux typologies de réseaux à prendre en compte. Les réseaux d'eau anciens, qui peuvent être difficiles à exploiter, notamment parce qu'on a pas mal de modifications, on a eu pas mal de modifications successives sur les réseaux d'origine, donc il y a un risque dans l'exploitation. Les réseaux d'eau neufs, c'est comme les réseaux anciens, donc ils sont peut-être plus faciles à exploiter, ils sont neufs, moins de modifications, néanmoins ils peuvent eux aussi être colonisés par les bactéries. Donc on va faire un bouclage sanitaire, et le bouclage sanitaire, c'est quelque chose qui est très stratégique dans la conception. Et il faut tout miser sur la conception. Il ne faut pas de bras morts. Donc, l'architecture du bouclage est très importante. Il ne faut pas que les boucles soient trop longues, puisque là, on risque d'avoir des bras morts, donc de l'eau stagnante. Et la surveillance de la température est plus compliquée. Et c'est plus dur à gérer quand on a des grandes boucles. Là, il faut aussi des matériaux résistants aux agents désinfectants, mais globalement, on va essayer d'éviter à l'exploitation d'intégrer des agents désinfectants dans le réseau, en choc chimique par exemple. Alors un schéma type,
quand on va dimensionner un réseau d'eau chaude sanitaire avec le bouclage, donc vous avez à l'écran un schéma qui vient tout simplement de la réglementation, hein, de la circulaire qui porte sur la prévention des risques liés à la prolifération des légionnelles. Donc, il faut tout miser sur le dimensionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord qu'en termes de conception, ce n'est pas juste une question de perte de charge. Il ne faut pas oublier que des boucles, qu'un réseau d'eau chaude sanitaire, donc bouclé, doit circuler à une vitesse qui est supérieure à 0,2 mètres par seconde partout dans le réseau. Et là, j'insiste sur le partout. La grosse difficulté d'un réseau d'eau chaude sanitaire, c'est de maîtriser sa conception en faisant en sorte que l'eau circule partout dans le réseau, dans toutes les boucles, au minimum à 0,2 mètres par seconde. Si ça circule correctement partout, à la bonne température, c'est-à-dire supérieure à 50 degrés, on n'a pas de risque de développement de légionnelle. Et il faut vraiment miser là-dessus, vous allez comprendre pourquoi. En termes de dimensionnement, il faut savoir que le calcul se fait sans puisage, d'accord? Au moment où on fait un puisage, on perturbe complètement le réseau d'eau chaude sanitaire, tout simplement parce qu'au niveau des pertes de charge, ça n'a plus rien à voir. Et on peut se retrouver avec des modifications de perte de charge telles qu'on a des boucles sans débit, voire on peut même avoir des inversions de débit, notamment quand on travaille avec des échangeurs à plaques. Si la conception n'est pas faite correctement, on va avoir des zones où on risque de ne pas circuler correctement. Ensuite, il faut prendre en considération qu'on travaille avec un coefficient de simultanéité, c'est-à-dire qu'un réseau d'eau chaude sanitaire n'est jamais calculé de manière à avoir 100% du débit partout dans tous les points de puisage. On va toujours considérer qu'on n'a que quelques points de puisage qui fonctionnent en même temps, mais jamais l'intégralité du réseau. La problématique là-dedans, c'est que quand je dis qu'il faut tout miser sur la conception, c'est que si on fonctionne correctement, si toutes nos antennes, toutes nos boucles travaillent correctement, ça circule au minimum à 0,2 mètres par seconde et à 50 degrés, on n'aura pas de problème de légionnelle. Si maintenant, il s'avère qu'on a un problème, on va faire plutôt un traitement thermique que chimique. Pourquoi? Tout simplement parce que nos produits, les produits installés vont beaucoup mieux résister au traitement thermique à haute température qu'au traitement chimique. Même si on a des matériaux qui résistent à la chimie, le fait de faire des traitements chimiques, ça va impacter le vieillissement des matériaux. Mais surtout derrière, on n'a aucune garantie. Si on a un réseau qui a une conception qui n'est pas correcte, donc c'est-à-dire qu'on ne circule pas correctement dans le réseau, donc ça génère notre problème de légionnelle, eh bien, le traitement qu'on va faire, qu'il soit thermique ou chimique, il ne va pas fonctionner correctement, puisque ça ne circule pas correctement dans le réseau. Donc, on aura un risque de rebond qui est fort, c'est-à-dire que là où on aura traité thermiquement ou chimiquement, on va éliminer les légionnelles, mais on risque d'aller polluer un bras du réseau qu'on n'aura pas traité ou qu'on n'aura pas traité correctement ou pas en même temps. Donc, on risque à chaque fois de faire des traitements qui sont juste corrects à l'instant T, mais on va repolluer derrière. Donc, ça peut durer un temps, mais astronomique, et on risque d'avoir des établissements qui sont fermés à cause de traitements contre la légionnelle. Donc, attention à ça. L'autre point important à prendre en considération, c'est que le réseau n'est pas fait pour avoir tous les points de puisage qui sont ouverts en même temps. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas traiter chimiquement l'intégralité du réseau en même temps, ni chimiquement, ni thermiquement. On ne peut pas envoyer de l'eau à 70 degrés partout en même temps. Donc c'est très, très compliqué. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut tout miser sur le dimensionnement et on peut vous aider pour ça. Au niveau réglementaire, eh bien, on va avoir donc des antennes. Ça, c'est la conception. Il faut faire les antennes correctement. Elles vont comprendre un ou plusieurs points de puisage. Ne pas oublier que le point de puisage, c'est maximum 3 mètres ou 3 litres d'eau sans bouclage. Si on est au-delà, il va falloir boucler.
Les boucles peuvent comporter plusieurs points de puisage. C'est là où on a dit qu'il faut que la vitesse soit au moins supérieure à 0,2 mètres par seconde. On va donc avoir des boucles, donc des canalisations retour. Le DN minimum, c'est 12 mm. Nos canalisations peuvent être en cuivre, en acier galvanisé, mais l'acier galvanisé ne supporte pas bien les désinfections et supporte mal les températures élevées. Ça peut être aussi du multicouche. On a un collecteur aller pour les départs de boucle. On a un collecteur de retour qui va comprendre les vannes d'équilibrage qui doivent être ACS. Les vannes d'équilibrage, là aussi, il faut faire attention. Il faut qu'elles aient une ouverture minimum qui permette de faire passer une particule de 1 mm de diamètre. Sur le retour, on va avoir de la surveillance de température. La surveillance de la température, soit c'est du continu, soit c'est au minimum une fois par jour, minimum 50 degrés. On a aussi une surveillance de la température à d'autres points stratégiques qui sont représentatifs du réseau ou alors les points de puisage qui sont à risque, d'accord? Et ça, c'est au moins une fois par semaine. Ça peut être aussi du continu, c'est ce qu'on va trouver dans les hôpitaux. Des pompes de bouclage redondantes, d'accord? Donc 2 pompes, c'est bien, elles doivent être ACS. Un ballon de stockage, par exemple, si il fait plus de 400 litres, là aussi, on a une température de 55 degrés qui est obligatoire et du cyclage de température. Donc, vous voyez, en termes de réglementation, il y a quand même pas mal de choses. On rajoute à ça des prélèvements plusieurs fois, en plusieurs points, notamment au moins une fois par an, c'est le minimum. Donc, le niveau réglementaire est quand même assez important. Donc, pour les ERP de manière générale, pour l'hôpital encore plus, puisque la surveillance est accrue en plusieurs points du réseau. Au niveau des produits, quelles sont les solutions techniques qu'on peut proposer, nous, en tant que fabricants? Eh bien, ça sera des purgeurs pour les boucles, hein, des purgeurs ACS, des purgeurs d'air. Ce sera du tube multicouche, qui va être isolé pour le bouclage, mais qui va être non isolé du côté des puisages pour garantir une chute de température rapide et éviter du développement de légionnelle au niveau des points de puisage, et notamment des vannes d'équilibrage ACS pour pouvoir garantir la circulation dans les boucles et une conception correcte du réseau. Il y a une alternative quand même à tout ça, parce que le réseau ECS, eau chaude sanitaire bouclée, c'est quand même beaucoup de contraintes. Il existe des alternatives. Ce qu'on propose, nous, c'est le logo Vital. Donc, le logo Vital, c'est ni plus ni moins qu'un échangeur qui va permettre de produire de l'eau chaude instantanée et proche du point de puisage. Donc, en fait, on va avoir à l'intérieur un échangeur de chaleur. On va alimenter le logo Vital avec un circuit de chauffage. Donc, aller-retour. Donc, on n'a pas de problématique, c'est du chauffage, donc on ne s'intéresse pas aux problématiques du sanitaire. On va l'alimenter avec de l'eau froide sanitaire. L'eau froide sanitaire, donc on a un piquage côté point de puisage et on alimente l'autre côté de l'échangeur. Donc, notre eau froide sanitaire va être chauffée dans l'échangeur de chaleur grâce à l'eau de chauffage. Et ça va permettre d'éliminer toutes les contraintes liées à l'eau chaude sanitaire. On n'a plus de réseau primaire d'eau chaude sanitaire, on n'a plus que la partie échangeur de chaleur et point de puisage. Donc, on n'a plus les contraintes du sanitaire. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus de problématiques de conception stratégique, on n'a plus de problématiques de produits d'équipement ACS, plus de pompes, plus de vannes d'équilibrage ACS, on n'a plus de vitesse minimale à respecter de 0,2 mètres par seconde, on n'a plus de surdébit pour atteindre une température de retour de 50 degrés, on n'a pas de problématique de stockage d'eau chaude sanitaire, on n'a pas de déperdition au niveau du primaire et on n'aura pas ou très peu de risques légionnels. Donc, on va s'affranchir de tous ces problèmes. Le logo Vital, c'est un produit qu'on vend beaucoup au niveau des résidences étudiantes, dans les résidences hôtelières, notamment parce que c'est des chambres qui ne sont peut-être pas occupées, du moins pas 365 jours par an, donc avec un risque légionnel. Donc, ça permet de s'affranchir à toutes ces problématiques liées aux contraintes liées à la réglementation de l'eau chaude sanitaire. Donc, il faut y penser. Un petit mot quand même sur le support technique, parce que pour mettre tout ça en place, eh bien, il faut calculer des équipements. Par exemple, le groupe de maintien de pression,
Il faut mettre en service les équipements, il faut assurer la maintenance des équipements, faire du diagnostic quand c'est nécessaire. La contrainte au niveau hospitalier, c'est qu'il ne faut pas de rupture dans la production, donc il faut interagir vite. Donc il existe des outils. En ce qui nous concerne, on a des outils, on développe des outils. Aujourd'hui, on développe un outil de suivi qui est une plateforme de suivi à distance qu'on appelle le Flamcomat Remote Service qu'on propose pour nos automates, donc les groupes de maintien de pression et la centrale de dégazage, le vacuumat. Donc, on peut faire du suivi à distance et on peut faire du diagnostic à distance et voir ce qui peut un petit peu se passer sur l'installation. Et ce qu'on cherche à faire aussi actuellement, c'est proposer des contrats de services spécifiques à des installations un peu touchy comme ce qu'on peut trouver donc, dans les hôpitaux et qui peuvent permettre de travailler sur la mise à disposition des pièces détachées rapidement, des priorités d'intervention pour notre équipe technique et un suivi aussi de la qualité de l'eau avec des préconisations pour suivre un petit peu l'installation. Donc voilà ce que nous, on propose en support, en plus derrière des solutions techniques. On arrive à la fin de ce webinaire. Pour conclure, eh bien, je reprends mon schéma ici d'un établissement hospitalier. On a donc l'ouvrage. On peut donc travailler sur les réseaux adaptés au niveau de la chaufferie, au niveau des équipements de chaufferie, au niveau du réseau primaire, au niveau des interfaces et de l'équilibrage, au niveau du réseau secondaire. Donc tout ça pour le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude sanitaire, l'eau froide et l'eau chaude sanitaire. Pour travailler sur tout ça, eh bien, en interne, on a un support technique et un service qui permet de calculer les équipements, d'intervenir sur les installations. Et pour travailler sur ces projets, eh bien, il faut intégrer les parties prenantes du projet, c'est-à-dire l'hygiéniste, c'est-à-dire le bureau d'études, c'est-à-dire le service technique de l'établissement hospitalier et l'exploitant, bien entendu, qui va permettre de travailler sur des réseaux qui vont pouvoir fonctionner efficacement et de manière pérenne. J'ai terminé avec ce webinaire. N'oubliez pas qu'on propose des formations en ligne comme les webinaires une fois par mois et des formations aussi en présentiel sur Lyon et Abbeville dans la Somme. Vous pouvez découvrir le programme de cette année à l'aide du QR code que vous avez ici. Il n'est peut-être pas forcément encore en ligne, mais ça ne va pas tarder. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et le mois prochain pour un autre webinaire sur les réseaux dans une autre typologie d'ouvrage. Merci beaucoup et excellente journée. À bientôt.